Je suis formateur pardon, et responsable technique. Donc, je vais vous présenter ce webinaire sur le calfeutrement des menuiseries. Ça va durer pendant une trentaine de minutes environ. Le webinaire sera disponible en replay. Vous avez la possibilité de poser des questions via le chat pendant la présentation. Nous tâcherons d'y répondre dans la foulée. Si vous avez d'autres questions après le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou via le formulaire de contact sur notre site internet. Et enfin, je vous remercie de bien vouloir couper vos micros. Donc CPG Europe, en fait, c'est le nouveau nom de Tremco Illbruck. C'est 1400 employés au travers de toute l'Europe. Et c'est une filiale de RPM International qui est l'un des principaux groupes mondiaux de produits de construction. Donc c'est une présence dans les domaines d'activité qui s'affiche à l'écran, là, avec les différentes marques Illbruck, Nullifier, Flowcrete, Tremco, Vendex et Dryvit. Donc vous pouvez visiter notre site internet pour plus d'informations. Donc le calfeutrement des menuiseries. Donc on va passer en revue le contexte normatif et réglementaire. Donc le contexte normatif, en fait, c'est les DTU, en fait, le DTU 36.5 et le DTU 44.1, et le contexte réglementaire, donc qui touche à la RT 2012. Donc le DTU 36.5, c'est le DTU qui encadre la mise en œuvre des fenêtres et des portes extérieures, en fait, qui concerne tous les types de matériaux et qui est entré en vigueur depuis avril 2010. Donc en fait, c'est un document qui synthétise tous les documents qui étaient antérieurs. En fait, le DTU 36.1 pour les menuiseries bois, les DTU pour les menuiseries métalliques et les cahiers de mise en œuvre du CSTB. Ouais, attends, j'ai vu un truc passer là-dessus. Les cahiers de mise en œuvre du CSTB pour les menuiseries PVC. Donc, de quoi on va parler? En fait, on va parler de la réception des supports, on parlera des rejingots, de la garde à l'eau sous les portes, du positionnement des menuiseries, du calage d'assises des menuiseries et des calfeutrements d'étanchéité, donc autorisés par le DTU 36.5. Donc, la réception des supports. En fait, la réception des supports, c'est un point sur lequel il faut être très vigilant parce que le poseur doit accepter les supports, en fait, et à partir du moment où il accepte de poser, il y a un transfert de responsabilité, c'est-à-dire qu'il fait son affaire de l'état des supports, en fait. Donc, il faut être très vigilant et vérifier que les tolérances des supports respectent bien les tolérances de maçonnerie. Parce que les maçons ont eux aussi un DTU qui précise toutes les tolérances qu'ils doivent sur les supports aux menuisiers, en fait. Donc, si les supports sont hors tolérance, en fait, vous avez la possibilité de réaliser une bande de redressement ou de la faire réaliser par le maçon. Donc, on a ici un exemple, une photo qui montre une bande correctement réalisée. On recommande d'utiliser plutôt des mortiers prédosés, donc avec un faible dosage en eau, de manière à avoir des performances élevées et des performances qui viennent rapidement. La bande de redressement, donc, elle est obligatoire si le support est hors tolérance. Elle est aussi obligatoire sur les petits éléments maçonnés, donc les briques et les parpaings par exemple. En fait, de manière à assurer la continuité du plan d'étanchéité. Soyez vigilants aussi sur l'état des bandes de redressement, en fait. Elles doivent être donc parfaitement adhérentes au support, elles ne doivent pas présenter de fissures, elles ne doivent pas être poudreuses en surface, ni poreuses, puisque le DTU précise que la zone du support donc, qui va recevoir le calfeutrement est supposée étanche à l'air et à l'eau. Donc voilà pour la réception du support, donc c'est très important d'être vigilant sur toute cette question-là, en fait. On voit maintenant les rejingots. En fait, les rejingots, en fait, c'est la surface qui va recevoir la menuiserie et son calfeutrement. Donc on a plusieurs types de rejingots. Les rejingots déportés. On a aussi des rejingots alignés, ou alors pas de rejingots du tout, en fait. Dans ce cas, quand on n'a pas de rejingots, on a des dispositions qui s'appliquent, puisqu'on doit avoir un habillage qui va recouvrir toute l'épaisseur du mur, donc avec une bavette qui comporte des joues et qu'on va étancher complètement, en fait, de manière à protéger le calfeutrement de partie basse de tout risque de stagnation d'eau
pendant la phase de chantier et puis ensuite également. La garde à l'eau sous les seuils. Alors, la garde à l'eau doit être de 50 mm minimum en fait. Donc, c'est très important de respecter cette donnée-là. Sachant qu'on n'a pas de fixation possible en traverse basse, donc on va essayer de trouver des solutions de fixation côté intérieur avec des pattes de fixation, et côté extérieur, on va trouver le calfeutrement du seuil comme il se doit. Pour les seuils PMR, en fait, on a un cahier du CSTB dans la mesure où cet aspect-là n'avait pas été étudié par le DTU 36.5 quand il est sorti. Donc, on doit toujours une garde à l'eau de 50 mm qu'on va créer au moyen d'un caniveau, en fait, de manière à garder un passage facilité pour les fauteuils, donc puisqu'on est sur des seuils PMR. Donc ici, on a un exemple de photo avec un caniveau intégré à la menuiserie, donc qui permet l'accès sur un balcon. Donc voilà pour les seuils. Le positionnement des menuiseries. Donc on a plusieurs positionnements. En fait, on va voir les positionnements les plus fréquemment rencontrés. En fait, donc au premier rang desquels on va trouver la pose en applique intérieure. On peut avoir des cas de pose en applique extérieure, des poses en tunnel, et puis des poses en fluide. Donc voilà les différents cas de figure que vous êtes amenés à rencontrer. Le calage d'assises. Donc c'est un calage qui est obligatoire. En aucun cas, ce calage n'est assuré par le calfeutrement partie basse. Et donc ce calage remplit plusieurs fonctions. Il permet de reprendre les charges de l'ensemble de la menuiserie. Il permet d'assurer son réglage, le réglage du niveau de la fenêtre. Et il permet aussi d'assurer un dimensionnement correct du calfeutrement. Donc les calfeutrements, on a 3 calfeutrements qui sont autorisés par le DTU. On trouve les calfeutrements par mastic d'étanchéité, donc qui doivent répondre au DTU 44.1, qui est le DTU qui encadre la mise en œuvre de mastic d'étanchéité dans la façade. Donc les mastiques d'étanchéité doivent aussi justifier d'un label SNJF qui garantit qu'ils répondent bien aux exigences du DTU 44.1, notamment en termes de résistance mécanique, de durabilité et puis d'adhérence sur les supports normalisés. Le deuxième type de calfeutrement qui est autorisé par le DTU, c'est le calfeutrement par mousse imprégnée. Donc là, on n'a pas de DTU pour les mousses imprégnées comme on peut avoir pour les mastiques. Donc on doit justifier d'un cahier des charges qui doit être validé par un bureau de contrôle. Et enfin, on a un troisième mode de calfeutrement qui est un calfeutrement par membrane d'étanchéité et qui doivent, elles aussi, justifier d'un cahier des charges validé par un bureau de contrôle, comme les mousses imprégnées. En fait, pour ces deux modes de calfeutrement, on a des règles professionnelles qui sont en cours d'élaboration, qui nous permettront de nous affranchir des cahiers des charges. Donc, quelques généralités sur les calfeutrements. Dans tous les cas, le calfeutrement à l'air et à l'eau est obligatoire, bien entendu. Il doit être réalisé sur le gros œuvre. Donc, il remplit plusieurs fonctions. Il va permettre d'encaisser les dilatations différentielles donc, entre les menuiseries et puis le gros œuvre ou l'ossature. Ce calfeutrement doit être continu, donc il va falloir veiller à la continuité et au raccordement dans les angles. Sauf justification particulière, les mastiques ne doivent pas être recouverts. En fait, ils doivent être visitables de manière à ce qu'on puisse assurer leur maintenance en cas de besoin. Donc, les calfeutrements par mastic d'étanchéité, les mastiques s'utilisent toujours sur un fond de joint. Donc, tout est précisé dans le DTU 44.1. Ils doivent donc répondre aux exigences du label SNJF et de la norme NF ISO 11600, qui est une norme européenne. En fait, en France, dans la mesure où le label SNJF a des exigences supérieures à la norme ISO, en fait, c'est le label SNJF qui fait foi. Les labels SNJF, donc on a 2 types de labels. Le label façade, donc qui garantit l'adhérence des mastiques sur les supports alu-anodisés et mortiers, et les labels vitrage, donc qui garantissent l'adhérence des mastiques sur les supports alu-anodisés et verre. En fait, les labels ou valident plutôt les mastiques sur les supports normalisés, c'est-à-dire des supports qui sont réputés identiques d'où qu'ils proviennent en fait. Et donc on trouve le verre, l'alu-anodisé, le mortier.
tous les autres supports, les différentes essences de bois, les PVC, les alus laqués, en fait, ne sont pas des supports normalisés. Et donc, c'est au poseur de vérifier l'adhérence du mastic qu'il va utiliser pour son chantier sur le support en question. Donc, on pratique des tests, en fait, et les fabricants sont en mesure de vous proposer des tests donc, pour vérifier l'adhérence sur les supports non normalisés. En fait, on a des tests qui sont tout à fait normalisés. On pratique les mêmes essais donc, que pour les essais de validation SNGF, donc au moyen d'une machine qui est équipée d'un dynamomètre. Et on va mesurer les valeurs de traction des éprouvettes pendant 24 heures à 100%, et on va aller jusqu'à la rupture du mastic. Donc la machine travaille avec des éprouvettes normalisées, en fait, qui doivent faire des dimensions très précises, 75 par 12 mm en l'occurrence, donc c'est pas forcément facile à obtenir de la part des poseurs ou des fabricants. Donc c'est l'essai de traction SNGF qu'on peut proposer. On a un deuxième type d'essai, donc qui est un essai de pelage en fait, qui est moins contraignant parce qu'on va le réaliser sur des échantillons de tôle ou des morceaux de dormant, et donc qui ne se fait pas sur des éprouvettes normalisées. On a plus de liberté, et donc là on va extruder un cordon de mastic. On va, après une polymérisation de 10 jours contre 28 jours pour les essais SNGF, donc polymérisation de 10 jours, immersion dans l'eau pendant 4 jours, et puis passage en étuve à 70 degrés encore pendant 4 jours, on va créer une amorce de rupture et on va tractionner, on va peler l'échantillon de mastic à 180 degrés et on va voir le type de rupture en fait, qu'on va obtenir. En fait. Donc soit on obtient une rupture adhésive et le test est négatif, ou alors on obtient une rupture cohésive, c'est-à-dire qu'on a un arrachement du support ou un arrachement du mastic, et dans ce cas, le test est concluant, on a un test positif. Donc, encore une fois, ça permet de tester les différents supports non normalisés, le PVC, le bois, les alus laqués, etc., etc., et même les supports maçonnés. Donc, c'est très important. Il faut compter au minimum 4 à 5 semaines pour la réalisation des essais, donc il faut s'y prendre à l'avance, et n'attendez pas que le bureau de contrôle en fin de chantier vous demande de justifier l'adhérence du mastic, parce que c'est pas parce qu'on fait l'essai que l'essai sera positif. Donc il faut prendre ces précautions en amont. Donc voilà pour les essais sur les mastiques d'étanchéité. Les mastiques s'utilisent toujours sur un fond de joint. Le fond de joint, donc lui aussi, a plusieurs fonctions. Il va permettre de régler la profondeur de mastic, donc afin d'assurer un dimensionnement correct, de manière à avoir un mastic qui travaille dans de bonnes conditions, qui se comporte réellement comme un élastique, comme un élastomère. La règle veut que la profondeur soit égale à la moitié de la largeur du joint. Le fond de joint, il permet aussi d'assurer un bon serrage du mastic, donc il va permettre d'obtenir un contact maximal sur les flancs du joint, en fait, de manière à améliorer l'adhérence. Et il va aussi permettre de limiter la consommation de mastic. Donc, le dimensionnement des joints, on a des minimums et des maximums. Le mini, c'est 5 par 5 mm donc pour la pose de menuiserie, et avec un maximum de 20 par 10. Si vous êtes en façade légère, en mur rideau, le maximum peut aller jusqu'à 30 par 15 mm. Donc attention à ces dimensionnements aussi, puisque la règle des 5,5, du mini 5,5 est assez connue. Par contre, vous devez l'adapter aux dimensions des châssis, sachant qu'on a vu que le calfeutrement était là pour encaisser les dilatations différentielles. Donc plus vos châssis seront de grande dimension, et plus vos calfeutrements devront être larges également. C'est important d'avoir cette notion-là à l'esprit. Donc voilà pour les calfeutrements par mastic d'étanchéité. On va s'intéresser maintenant au calfeutrement par mousse imprégnée. Donc les mousses imprégnées doivent être de classe 1, et donc, comme on a vu, justifiées d'un cahier des charges, donc conformément au DTU. Donc les mousses imprégnées, ce sont des mousses de polyuréthane avec une imprégnation à cœur de résine synthétique, donc qui permettent d'obtenir des performances d'étanchéité à la pluie battante, d'étanchéité à l'air,
Elles sont perméables à la vapeur d'eau, donc ça c'est une caractéristique importante, ça permet d'avoir des joints perspirants, d'éviter des stagnations d'eau dans l'épaisseur des parois. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries. Elles sont performantes sur les plans de l'isolation thermique et acoustique. On peut les peindre avec des peintures en phase aqueuse. Elles existent en gris ou en gris anthracite qui est quasi noir. Donc, comment fonctionnent ces mousses imprégnées en fait? Là, contrairement au mastic, on ne va pas fonctionner en adhérence sur les lèvres du joint, en fait. Même si on a un adhésif sur la mousse, en fait, c'est juste un adhésif de positionnement. En fait, la mousse va se décomprimer dans l'épaisseur du joint pour le remplir, et c'est la force de décompression de la mousse qui va assurer son étanchéité sur les supports. Donc, ça permet de s'affranchir des problèmes de compatibilité avec les supports non normalisés, comme on a pu voir avec les mastiques tout à l'heure. Donc, on retrouve les alu laqués, les PVC, les différentes essences de bois. Donc voilà pour les mousses imprégnées. Le troisième type de calfeutrement qui est autorisé par le DTU 36.5, en fait, c'est le calfeutrement par membrane d'étanchéité. Donc, on a vu que les membranes devaient aussi justifier d'un cahier des charges et répondre à des essais, notamment en matière de tenue mécanique, en fait, pour pouvoir bénéficier d'un cahier des charges. Donc, comme pour les membranes, comme pour les mousses imprégnées, on a des règles professionnelles qui nous permettront de nous affranchir du cahier des charges prochainement. Donc, dans les cas de pose en applique extérieure, on doit protéger le calfeutrement en partie haute de toute éventuelle stagnation d'eau sur lui, en fait, et on va avoir un dispositif avec une membrane qui va rejeter les eaux de ruissellement éventuelles, donc vers l'extérieur. Donc ça, c'est imposé dans les cas de pose en applique extérieure. Donc, on doit recouvrir évidemment toute la traverse haute avec une retombée de 100 mm ou un dépassement de 100 mm de chaque côté. Donc, c'est ce qui est exigé dans les cas de pose en applique extérieure, mais sur certains chantiers, on peut vous demander de traiter aussi les verticaux, voire les 4 côtés de la menuiserie, auquel cas il faut être vigilant parce que si vous utilisez une membrane EPDM, donc qui ne sera pas perméable à la vapeur d'eau, en fait, on condamne toute possibilité de transfert de vapeur d'eau vers l'extérieur, en fait. On a vu des chantiers où on était obligé de percer les membranes en partie basse pour laisser les eaux de condensation s'évacuer. Donc, pour clôturer la partie calfeutrement des menuiseries, en fait, un mot sur les mousses expansives en aérosol, en fait, qui ne sont pas un calfeutrement. On ne peut pas les utiliser ni pour l'étanchéité, ni à l'air, ni à l'eau, ni pour le calage, ni pour la fixation. En revanche, on peut parfaitement les utiliser en complément d'isolation thermique et acoustique. Donc, elles ne sont pas non plus interdites. Donc, voilà pour la partie calfeutrement. On va s'intéresser maintenant à l'aspect RT 2012, donc avec les exigences qu'elle a apportées, en fait, avec l'efficacité énergétique du bâti, en fait, et l'indice B-Biomax, donc qui prend en compte la performance énergétique de la construction, hein, donc sa forme, sa compacité, les espaces tampons, l'inertie thermique, les apports gratuits de lumière ou de chaleur. Elle prend en compte aussi, on a une consommation énergétique maximum à ne pas dépasser, donc en l'occurrence 50 kWh par mètre carré et par an, donc c'est pondéré en fonction de l'altitude et de la géographie. Et enfin, on a une température de confort à ne pas dépasser non plus sur des périodes de forte chaleur pendant 5 jours consécutifs. On ne doit pas dépasser une température de 26 degrés dans les bâtiments non climatisés. Donc voilà les exigences. Donc comment ça se traduit en fait sur le bâtiment? Donc on va devoir renforcer l'isolation thermique et traiter les ponts thermiques. On va devoir bien sûr assurer le traitement de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Donc avoir une surface minimale de baie en fait, donc qui correspond à 1/6 de la surface de plancher. On va avoir l'obligation d'apporter des protections solaires pour éviter les surchauffes et un recours aux équipements énergétiques performants, voire aux énergies renouvelables en maison individuelle.
Donc, au niveau des calfeutrements de menuiserie, bien entendu, on devra être parfaitement étanche à l'eau. On devra assurer une isolation à la fois thermique et acoustique. C'est fortement recommandé d'assurer une perméabilité à la vapeur d'eau afin d'éviter tous les désagréments dus au stockage d'eau dans l'épaisseur des parois. Et bien sûr, il va falloir assurer l'étanchéité à l'air. Donc si on regarde les performances des différents modes de calfeutrement, des 3 modes de calfeutrement autorisés par le DTU, donc par rapport à ces critères, en fait, les mastiques sur fond de joint en fait, sont étanches à l'eau et à l'air. Ils sont peu performants d'un point de vue phonique et thermique. Les mastiques sont imperméables à la vapeur d'eau, donc ils ne laissent pas respirer les supports, en fait. Et le point de vigilance, en fait, ça va être l'adhérence aux supports, notamment les supports non normalisés. Pour les mousses imprégnées, donc on va être étanche à l'eau et à l'air. On va être performant en isolation thermique et acoustique. On va être perméable à la vapeur d'eau. Et les points de vigilance, en fait, ça va être le respect du cahier des charges, avec notamment le respect des plages d'utilisation et les jonctions dans les angles. Enfin, pour le 3e mode de calfeutrement, en fait, par membrane d'étanchéité, donc on sera étanche à l'eau et à l'air, ça c'est commun à tous les modes de calfeutrement. On est peu performant d'un point de vue d'isolation thermique et acoustique parce qu'on n'a pas d'épaisseur. En fonction du type de membrane, on peut ou pas être perméable à la vapeur d'eau. Les membranes EPDM sont totalement étanches à la vapeur d'eau. Et donc le point de vigilance, ça va être le traitement des angles. Donc voilà pour les différents, la prise en compte des performances au regard de la RT 2012. Je vous parle maintenant des formations, puisque depuis 2015, en fait, Tremco Hildbruck est devenu prestataire de formation. En 2017, on a été certifié sur la base Datadoc, en fait, qui est la base de données des OPCA, des organismes paritaires collecteurs agréés, et des OPACIF, donc les OPCA agréés auprès du CIF. Les OPCA sont devenus les OPCO en 2018, des opérateurs de compétences. En 2019, on voit apparaître un nouveau référentiel national de qualité, donc qui impose une certification Calliope, qui doit voir le jour en janvier 2021, et qui a été reporté donc, du fait de la crise du Covid en janvier 2022. Donc je vous donne rendez-vous en 2022. Et donc en 2020, CPG a démarré le cycle de certification. Nous avons 3 centres de formation, donc à Nantes, à Strasbourg, qui est aussi le siège de CPG France, et à Paris, en région parisienne, à Poissy. En fait, pourquoi proposer des formations, en fait, puisqu'on voit bien qu'à chaque nouvelle réglementation, on a de nouvelles exigences, et donc c'est très important de se former pour rester informé. Donc on propose 2 thèmes de formation, le calfeutrement des fenêtres et des portes extérieures, et on a un 2e thème qui est le calfeutrement des joints de construction. Donc ce qu'on voit dans les formations calfeutrement des menuiseries, en fait, donc on revient très en détail sur le contexte réglementaire qu'on vient de survoler, hein, donc aussi bien les différents DTU 36.5, 44.1 que la RT 2012. On voit aussi dans le détail les différents modes de calfeutrement, donc les 3 modes de calfeutrement autorisés par le DTU. On voit les différents cas de pose en neuf comme en rénovation. Et surtout, on applique les produits pour bien comprendre les avantages des solutions, des différentes solutions en fonction des différents cas de figure. Donc n'hésitez pas à consulter le site internet pour plus d'informations et même à réserver vos places pour les prochaines sessions de formation. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'en savoir plus, donc vous pouvez évidemment consulter le site internet. Nous avons plus de 40 vidéos sur le site qui montrent la mise en œuvre des produits qui sont très intéressantes. Nous avons aussi une foule de FAQ en fait, qui donnent des informations techniques et réglementaires très précises, donc les informations concernant les formations proposées. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions en fait, via le formulaire de contact. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux.
Je vais maintenant répondre à vos questions si vous en avez. Je vais passer le relais à Denis. Oui. Donc la première question, quel type de peinture peut-on appliquer sans risque sur les mousses imprégnées? Alors, uniquement des peintures en phase aqueuse, en fait, puisqu'on ne va pas venir avec des peintures solvantées, puisqu'on risque d'avoir des interférences avec soit la mousse, soit l'imprégnation. Donc, peinture en phase aqueuse et au besoin, on fait un essai pour vérifier qu'il n'y a pas d'interaction avec la mousse. Merci Eric. Autre question, l'étonnement d'un invité sur les performances acoustiques d'un fond de joint mastic par rapport à une mousse imprégnée. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on a le même niveau de performance ou non? Alors en fait, ce qui va faire la performance acoustique d'un système fond de joint mastic, ça va être le fond de joint, puisque les mastiques n'ont pas de performance acoustique. Et en plus, on les applique sur des épaisseurs qui sont relativement faibles. Donc, si on travaille avec un fond de joint de petite dimension et sans performance acoustique particulière, ben, on aura un joint qui sera peu performant. Si on travaille avec des mousses imprégnées, on a vu que les mousses imprégnées utilisables en calfeutrement doivent être de classe 1, mais on a des mousses de classe 2, où on peut éventuellement même travailler avec une mousse de classe 1 derrière le mastic d'étanchéité. À ce moment-là, on pourra obtenir des performances acoustiques. Mais le système fond de joint mastic de base n'offre pas de performance acoustique intéressante comparé aux mousses imprégnées. Ok, merci. Une autre question, ça concerne le temps de séchage ou de polymérisation nécessaire avant de faire un essai sur un support type alu laqué. Alors, si on fait un test de pelage, donc qui est un test normalisé et tout à fait officiel, on doit attendre 10 jours de polymérisation. Donc, c'est 10 jours à 23 degrés, hein, conditions labo. Si un menuisier veut faire un test, un pré-test, il faut attendre un minimum de 7 jours. Il faut quand même laisser le temps au mastic de polymériser et faire attention aussi à l'endroit où est réalisé le test et où sera entreposée l'éprouvette, parce que les mastiques polymérisent avec l'humidité de l'air, en fait. Et donc, si on fait le test à l'intérieur, dans une ambiance très sèche, eh ben, on va aussi retarder la polymérisation. Donc, ça veut dire qu'il faudra attendre d'autant plus longtemps avant de solliciter avant de tractionner le mastic, en fait, si on veut un résultat qui soit parlant. Donc, dans tous les cas, on n'exclut pas pour tirer sur le cordon 3 jours après, quoi. C'est pas raisonnable. Merci. Une autre question. Combien d'années est la garantie sur les mousses imprégnées comparé à un mastic? Est-ce qu'il y a un degré de garantie supérieur ou pas? Alors, la garantie officielle, en fait, c'est la garantie décennale qui s'applique. Concrètement, on a quand même plusieurs années de recul. On a une vingtaine d'années de recul en France, mais on a surtout plus d'une trentaine d'années de recul en Allemagne, et qui montre que les mousses imprégnées vieillissent très bien. Même si la surface peut s'altérer, en fait, vu l'épaisseur, la profondeur de mousse qu'on a dans les joints, en fait, on reste très performant dans le temps, d'autant encore une fois, on ne fonctionne pas en adhérence sur les lèvres du joint, donc on n'a pas de risque de décollement dans le temps, en fait. Donc, si la plage d'étanchéité est correctement respectée, les joints sont très durables, au moins autant que les mastiques. Un mastic doit être vraiment parfaitement réalisé si on veut qu'il soit durable.
puisqu'on va risquer, si on a des tolérances des tolérances de support qui ne sont pas respectées, donc on va avoir des géométries de joints bizarroïdes. Si les préparations de support ne sont pas parfaites, si la section de mastic n'est pas parfaite, tout ça va conduire à un vieillissement prématuré du joint et donc des décollements ou des déchirements plus ou moins rapides, même si on a aussi une décennale sur les calfeutrements par mastic d'étanchéité. Ok. Question suivante. L'utilisation d'un mastic plus fond de joint dans un bâtiment de type RT 2012, quels sont les risques potentiels pour le calfeutrement et pour la qualité de vie dans le bâtiment? Alors, on a vu que les mastiques sont imperméables à la vapeur d'eau, en fait, donc on a des joints qui ne vont pas avoir de possibilité de respirer. Donc, si les parois sont par ailleurs ouvertes à la vapeur d'eau, ça ne va pas poser de problème. Par contre, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on aura une construction sans aucune possibilité d'évacuation de vapeur d'eau éventuelle. Donc, et on sait que même si les menuiseries ont fait un bond par rapport aux performances thermiques, et comme les vitrages, les menuiseries restent le point faible dans la façade. Et donc, c'est autour des menuiseries qui va rester le point froid de la façade que vont se concentrer les transferts d'humidité, en fait, s'il doit y en avoir. Ok, et ce sera la dernière question, c'est la possibilité d'utiliser une mousse imprégnée sur un support humide. Alors, ça pose absolument aucun problème. Effectivement, les mastiques requièrent des supports parfaitement secs pour adhérer, encore une fois. Donc, à partir du moment où on arrive à coller la mousse, puisqu'on a un adhésif de positionnement, en fait, sur les mousses imprégnées, donc cet adhésif-là, il ne fonctionne pas sur support humide non plus. Mais à partir du moment où on arrive, si on a de l'humidité, mais que malgré tout on arrive à positionner la mousse, en fait, on n'aura pas d'altération de l'étanchéité dans le temps. Ok, je te remercie Eric. Je t'en prie. Donc je vais reprendre le fil pour conclure. Sauf que j'ai plus la présentation à l'écran. Je vous remercie pour les questions, pour votre attention. Si le webinaire vous a plu, si vous avez des suggestions pour des prochains sujets, en fait, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis, il me reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une excellente fin de journée. À bientôt.